La loi sur les règles de protection des témoins ainsi que des victimes vous confère beaucoup de droits, parmi lesquels vous pouvez demander au tribunal d'être entendu sans la présence du public. Le cas contraire, si vous voulez être entendu à la présence du public, vous pouvez le dire. Oui, j'accepte d'être entendu en présence du public, Monsieur le Président. Est-ce que vous connaissez ces personnes qui sont assises dans le box des accusés? Je dois connaître certains. Il y a beaucoup de victimes qui ont effectivement défilé aussi à la barre de ce tribunal. Est-ce que vous les connaissez, ou certaines d'entre elles? Pratiquement non. Maintenant, dans tous les deux groupes, est-ce que vous avez des liens de parenté avec certains? Personne, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez des liens de subordination? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez pour eux ou bien eux, ils travaillent pour vous? Actuellement, non, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez des liens d'alliance avec eux ou certains d'entre eux? C'est-à-dire, vous avez épousé dans leur famille ou le contraire? Non, Monsieur le Président. Aucun lien. Aucun lien. Alors, vous comparaissez à la barre de ce tribunal en tant que témoin. Le témoin, c'est celui qui a vu, entendu. Donc, vous ne direz ici que ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Et sur ce, on va faire prêter le serment du témoin. Vous allez jurer à la barre de ce tribunal de dire dans cette affaire, sans haine et sans crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous lèverez votre main droite et vous direz « Je le jure ». Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous informe également que le faux témoignage est un délit qui est prévu et puni par la loi. Bien, Monsieur le Président. Alors, M. Baldé, dites au tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire concernant les événements du 28 septembre 2009. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à cet auguste tribunal. Je commencerai d'abord par, encore une fois, remercier le tribunal dans sa totalité et dans son entièreté pour me permettre... Voilà. Excusez-moi, on ne vous a pas fait décliner votre identité. Ah. Vous avez quel âge? Je suis né le 1er mai 1969 à Zérekoré. Votre profession? Gendarme à la retraite. Où vous êtes domicilié? À Sanoya. Ok. Allez-y. Je disais, Monsieur le Président, que je vous remercie de me permettre de remercier votre auguste tribunal dans sa totalité et dans son entièreté. Par la même occasion, demander à Dieu le Tout-Puissant d'accorder sa miséricorde à l'ensemble des victimes des événements du 28 septembre, notamment les blessés dont certains continuent encore à courir avec leurs blessures, mais aussi aux familles des décédés, mes condoléances les plus attristées. Ceci dit, Monsieur le Président, concernant le 28 septembre 2009, permettez-moi de vous expliquer un peu comment le 28 septembre m'a trouvé. Je commencerai d'abord par ma prise de fonction après ma nomination le 5 septembre, plutôt le 5 janvier 2009, pendant que je me trouvais en Haïti
comme superviseur national de la police judiciaire. Arrivé en Guinée, j'ai pris fonction et par la suite, j'ai fait un état des lieux. Monsieur le Président, sur le serment que je viens de prêter, la gendarmerie nationale, le 5 janvier 2009, ne possédait pas un seul véhicule. À plus forte raison, les autres matériels. Par contre, le personnel réel qui était sur le terrain était à des endroits très vieillissants et d'autres nouvellement recrutés, très jeunes. Je vous garantis que lorsque je suis arrivé à la devanture de l'état-major de la gendarmerie, c'est un de mes promotionnaires que j'ai trouvé comme étant une sentinelle. Il était sous-lieutenant. Moi, je venais de passer au grade de commandant. Je ne prononce pas son nom, mais je l'ai demandé, c'est toi qui es sentinelle ici. Il n'y a pas d'élève gendarme, il n'y a pas de gendarme stagiaire, il n'y a pas de mari-chef, d'adjudant-chef. Il dit, mon commandant, si vous voyez que je suis là, c'est parce que toutes ces couches-là n'existent pas. Je dis, bon, tu déposes l'arme et je t'affecte tout de suite comme commandant de brigade. Un sous-lieutenant ne peut pas faire la sentinelle. Je le dis, c'est pour vous expliquer un peu comment la situation était. Heureusement, puisque la gendarmerie était en train d'aller vers la mort, heureusement, comme je l'ai dit, il y avait à Kaléa, centre d'instruction de la gendarmerie, des élèves gendarmes qui ont été recrutés lorsque j'étais en Haïti, donc en 2008. En connivence et en accord avec les autorités à l'époque, nous avons décidé de les sortir de cette école rapidement pour répondre à l'appel des unités qui devaient être les unités de gendarmerie. De quoi s'agissait-il? Premièrement, à l'état des lieux, on s'est rendu compte qu'aucun sous-officier, les unités d'intervention qui pouvaient être celles en charge du maintien de l'ordre, ne pouvaient regorger que des jeunes. Donc les 3 vieux escadrons que la Guinée avait connus de l'indépendance jusqu'à mon arrivée devaient être sur le champ rajeunis. On a fait ça et nous avons créé 7 autres escadrons. Ça fait automatiquement, en moins de 4 mois, 10 escadrons pour la République. Donc, 3 escadrons rajeunis et 3 autres 9, ça fait 6 escadrons pour la capitale Conakry. Les autres, les 4 escadrons restants, on a envoyé un à Kindia, un à Labé, un à Kankan et le dernier à Zérekoli. Ce qui veut dire qu'en 5 mois, la Guinée disposait déjà de 10 escadrons de gendarmerie mobile. Alors, pour revenir un peu en arrière, à partir des 10 escadrons, on pouvait prétendre que nous sommes en mesure de jeter un dispositif opérationnel à l'échelle nationale. Parce que les escadrons mobiles peuvent évoluer, comme leur nom l'indique, de Conakry à Youm. C'est des unités qui sont cantonnées en un endroit, chacune, mais lorsque le besoin se fait sentir, comme le nom l'indique, mobile, elles peuvent se retrouver partout. Alors il fallait faire face aux problèmes de matériel. Là-bas aussi, à la grâce des autorités à l'époque, on a commencé par avoir une quarantaine de véhicules. Mais ce qui était très loin, très loin de ce que nous avions besoin.
Pour anticiper sur les choses avant que je ne rentre dans les affaires du 28 septembre, il est opportun et important de vous dire, Monsieur le Président, qu'un escadron de gendarmerie mobile compte 120 bonhommes. Les 120 bonhommes sont repartis en 4 pelotons. Et chaque peloton a au moins 30 bonhommes. Donc, si vous avez pour un escadron 3 pick-up, ça veut dire qu'en cas d'événement, vous ne pouvez transporter que 30 bonhommes sur les 120. Et puisque leur nom l'indique, c'est des éléments qui sont très mobiles sur le terrain. Il est à Ouattara, tu l'appelles à Dixine, il bondit, il vient. Il est à Kaloum, tu l'appelles à Ratoma, il bondit, il arrive. Mais là où il faut avoir une dizaine de pick-up, si vous n'avez que 3 pick-up, dites-vous que vous ne pouvez entraîner dans vos manœuvres, dans vos opérations, que 30 bonhommes. Le reste, c'est vous qui savez comment vous allez en faire. Mais c'est ça la réalité. Ensuite, le matériel opérationnel, les casques, les boucliers, les bâtons de protection et tant d'autres matériels étaient pratiquement inexistants. Mais il fallait commencer à se débrouiller par ce qui est déjà obtenu. Ce qui était déjà obtenu, ce sont ces quelques pick-up et la structure qui est déjà opérationnelle sur l'ensemble du territoire. Les choses pouvaient évoluer progressivement. De l'autre côté, l'état-major de la gendarmerie nationale, jusqu'à mon arrivée, relevait directement du chef d'état-major général des armées. C'est-à-dire, de 1965 jusqu'en 2011, a priori, avec la réforme du secteur, la gendarmerie était un membre de l'armée de façon entière. Un seul exemple que je vais vous donner, Monsieur le Président, lorsque vous étiez officier de police judiciaire à Yomou et que vous dressez procès verbal, je m'excuse, hein, c'est important que je vous le dise avant de rentrer dans l'affaire des événements. Je crois que ça va permettre à beaucoup de gens de comprendre. Un officier de police judiciaire qui fait un procès verbal à Yomou, le procès verbal ne sera traduit devant le procureur que lorsque une copie est arrivée chez le chef d'état-major général des armées. Et ça, c'était une norme par rapport au passé du pays et par rapport aux réalités à l'époque de la gendarmerie nationale. Parlant des événements du 28 septembre, et sur la base du serment que j'ai prêté ici devant vous, du serment du général que je suis, j'ai oublié de vous dire que je suis général de corps d'armée de 2e section à la retraite. Deux semaines avant le 28 septembre 2009, des rumeurs avaient commencé à circuler. Quand je dis rumeurs, de façon totale, pour dire que le président Dadis a l'intention de se présenter aux élections si et si seulement les élections étaient organisées. Et que la société civile, les partis politiques et tant d'autres ne voudraient pas de cela. Et que si cela se faisait, il n'y a pas de raison qu'il n'y aurait pas de manifestation sur l'ensemble du territoire. Alors, jusqu'au 26, même dans les téléphones, notamment de Orange, on vous envoie les messages. Vous avez un numéro Orange, vous trouvez le 28 septembre, il y a marche, vaille que vaille. Pas de solution parce que la gente veut se présenter candidat. Moi, personnellement, le 27, j'ai reçu un appel
du chef d'état-major général des armées en personne. Mais bien sûr, après avoir fait, je crois, un message, et je n'avais pas vu le message, il m'a appelé pour me dire, est-ce que vous êtes au courant que nous avons une réunion, il y a un message qui est parti. J'ai dit non, je ne suis pas au courant. Donc on se retrouve au camp Al-Faya, à telle heure, pour la réunion, la dite réunion. Je me suis rendu à mon entendement à l'heure. Nous avons partagé, parce qu'il ne faut pas simplement se limiter à dire bon, on est venu à une réunion, on a donné des instructions. Là, on fait un partage d'informations. Excusez-moi, Monsieur le Président. Ça fait longtemps que je ne parle pas à haute voix. Et ça n'a rien à voir avec le stress, c'est le café que je prends peut-être de trop. Ça va me donner une leçon. On vous comprend. Alors, Monsieur le Président, nous avons partagé des informations. Moi-même, j'ai pris la parole pour dire devant nos collègues que cette situation doit intéresser tout le monde. Parce que les gens, à ce que je comprenne, avec les différents messages que j'ai vus, les gens vont sortir. Donc, les autres aussi, chacun a donné son avis. Et au chef d'état-major général des armées de dire, écoutez, j'ai reçu des instructions, je vous passe les instructions. Pour que chacun d'entre vous, dans sa position, prenne ses dispositions pour ne pas qu'on dise qu'il n'a pas été informé. À rappeler que, autour du chef d'état-major général des armées, nous tenions souvent des réunions à caractère opérationnel, sur la gestion des frontières, sur la gestion de certains problèmes, n'est-ce pas, des grandes localités du pays, dans toutes les régions. Et c'est comme ça, il donnait l'avis du commandement et lui-même son avis personnel basé sur ce que le commandement a donné. Donc, finalement, il a dit tout le monde dans les casernes, sauf la gendarmerie et la police. La gendarmerie et la police détiennent des unités opérationnelles qui sont traditionnellement en charge du maintien et du rétablissement de l'ordre public. On a essayé d'un peu comprendre, partant des réalités de nos unités, par rapport aux moyens conventionnels, mais le temps ne permettait plus de dire à un ministre ou à un chef d'état-major général des armées, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Le temps ne convenait plus. Beaucoup d'entre nous d'ailleurs, ne pensaient pas que ces manifestations-là allaient avoir lieu. C'est ainsi que il a été dit que la gendarmerie et la police vont se charger, pour un premier temps, de refuser les regroupements, donc d'empêcher les regroupements, et pour un deuxième temps, de disperser dans la mesure des moyens. J'ai quitté les lieux avec ces instructions et je me suis retrouvé à l'état-major de la gendarmerie. Je reviens pour dire que l'état-major de la gendarmerie relevait expressément de l'état-major général des armées. Si aujourd'hui on dit haut commandant, haut commandement, c'est au bénéfice des réformes. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui faisaient passer la gendarmerie sous la coupe directe de l'armée, mais qui n'amenaient pas le chef d'état-major ou le haut commandant de la gendarmerie de prendre des dispositions idoines. Parce que se sentant coincé, alors que la gendarmerie est un corps transversal. Pour faire le maintien d'ordre, s'il faut demander le chef d'état-major général des armées, qui s'occupe de la défense opérationnelle du territoire.
pendant que le ministre de l'administration du territoire et ses démembrements existent, le gouverneur, les préfets, les maires, les sous-préfets, etc., etc. Ça, c'est venu après. Mais en ce moment-là, vous n'avez rien à faire si le chef d'état-major général des armées n'est pas informé. Ça, c'est une réalité crue qu'il faut assumer.